Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 10 janvier 2017. Le titre du jour est glissement du dollar américain et des indices. En effet, les indices boursiers sont dans des tendances haussières mensuelles, hebdomadaires, journalières, que ce soit au Japon, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Mais à court terme, les acheteurs n'arrivent pas à dépasser des résistances, on échoue sous ces résistances et on se replie peu à peu. J'ai utilisé le mot glissement car il ne s'agit pas de cassure, de retournement, de stress sur les marchés qui conduirait à des accélérations baissières, à une hausse du VIX, à une certaine tension des opérateurs. Non. Bien au contraire, il s'agit d'une baisse graduelle sous les supports, petit à petit. Ce sont des prises de bénéfices légitimes après un mouvement haussier d'importance et alors que l'on manque de catalyseurs à court terme. Voilà, bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, également utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les dernières actualités marché macro, les dernières actualités sur les actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualité marché, il faut noter quand même des performances très disparates dans les indices. Le Dow Jones, lui, a perdu 0,38 points à 19 887 points. Il est en échec sous les 20 000 points, seuil psychologique d'importance. Pour autant, on a perdu 0,5% sous ce seuil, on n'a pas cassé de support, le support est à 19 750 points. Donc voilà, la neutralité prévaut sur le Dow Jones. Concernant le Nasdaq, c'est une performance positive qu'il faut relever puisque l'indice clôture encore en hausse hier sur un nouveau record historique à 5 531 points. Même chose pour le FTSE, c'est-à-dire une performance supérieure aux autres. Le FTSE est aidé par la chute de la livre de ces dernières séances, bien évidemment. Le FTSE a clôturé en hausse hier à 7204 points pour la 10e séance consécutive. Donc vous voyez bien qu'on a certains indices comme Dow Jones, CAC et DAX qui consolident alors que d'autres continuent de caracoler en tête, soit par leur surperformance pour le Nasdaq, soit par un effet monnaie comme sur le FTSE. Quant au CAC et au DAX, ils latéralisent. Ils ont tenu les supports hier donc à 4 875 points et à 11 530 points pour le DAX. On est en train de passer sous ces supports ce matin. On n'a pas d'accélération baissière, comme je vous le disais tout à l'heure, pas de mouvement baissier fort, mais on n'a pas non plus la force de tenir les supports et de rester ancré dans les tendances de fond haussières. Il faut dire qu'il y a certains actifs qui pèsent sur le moral des investisseurs, sur certains secteurs, notamment le pétrole. On a vu que le pétrole échouait hier sous les 54 $, c'est plus haut de 2016 et de 2017. On a vu également que le pétrole était dans un petit range à court terme, qu'il battait de l'aile et qu'il pourrait revenir sur les 51,4 $. Eh bien, cela n'a pas manqué. Entre hier matin où je vous prévenais de cet échec sous les 54 $ et hier soir, eh bien, on est allé chercher le support, les 51,4 $. Ce sont les anciens plus hauts de juillet et d'octobre 2016. C'est un pivot majeur. Pour l'instant, on tient ce support. Par contre, si on passait dessous, ça viendrait peser sur les indices boursiers encore plus. Même phénomène que sur les indices boursiers concernant le dollar qui glisse également, il ne chute pas, il ne décale pas à la baisse fortement, simplement il glisse petit à petit de nouveau sous les 102 points. Les 102 points, on les avait cassés jeudi dernier et on avait vu ensemble vendredi dernier que grâce aux chiffres du NFP, eh bien, les acheteurs avaient regagné ce seuil. En début de semaine, on était au-dessus des 102 points et puis hier on est repassé en dessous. Donc vous voyez, c'est pas très clair comme situation.
On casse pas de seuil technique majeur, mais pour autant quand même on glisse petit à petit sur le dollar, ce qui engendre un reflux sur la paire USD-Yen qui retrouve son support des 115,50 testé la semaine dernière, et ce qui permet également à l'euro de reprendre un peu de terrain dans la zone des 1,06 $. Et puis comme on l'a vu hier et également la semaine dernière, tant que le dollar ne reprend pas sa hausse, voire même tant qu'il est sous pression, eh bien c'est un soutien inconditionnel à l'or. L'or est dans une tendance haussière de court terme depuis son test positif des 1130 $. Cela fait à peu près 15 jours qu'on est dans une tendance haussière. Hier, on était donc sur les 1180-1185 $, résistance de court terme, et on semble vouloir attaquer cette zone de prix ce matin. Et si on l'attaquait pour de bon, qu'on l'a cassé en cours de clôture, alors les 1200-1205 $ pourraient être revus sur le métal jaune. Enfin, le gaz naturel réagit sur un gap qu'il avait laissé ouvert le 28 novembre dernier à 3,1, et ça, c'est un support technique clé que l'on verra ensemble dans la partie graphique tout à l'heure. En termes d'actualité macroéconomique, il y a peu de publications d'entreprises, peu de publications de statistiques. Simplement, grâce au rebond des matières premières et un léger rebond de la croissance, eh bien, les résultats du T4 pourraient être bons aux États-Unis. En tous les cas, c'est ce qu'attend le consensus, qui attend une croissance des bénéfices de l'ordre de 5 à 7% aux USA et en zone euro, un niveau relativement faible, historiquement parlant, qui pourrait permettre de constater des surprises positives et donc de continuer de tirer les indices à la hausse. Enfin, la livre est au plus bas depuis octobre 2016 à la suite des propos de Theresa May hier évoquant un hard Brexit. La livre se trouve donc sur des plus bas de 20 ans. Côté entreprise, Parrot a publié un plan de restructuration. La société va supprimer des emplois, va se restructurer suite aux nombreux avertissements sur résultats qui avaient été publiés l'année dernière. Le titre chute de nouveau ce jour de 14%. Eurotunnel a publié un trafic historique pour les navets de camions en 2016 avec une hausse de 11%. Et puis enfin, L'Oréal rachète des marques de soins à Valeant pour 1,3 milliard de $. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de hausse ou de baisse supérieure à 2,1%. On n'a pas une volatilité qui est forte. On a AXA dans les financières qui pèse. À la hausse, on notera Sanofi qui est sur ses plus hauts récents et qui tente de soutenir le CAC à elle seule. Malheureusement, le pétrole pèse également. Comme je vous le disais tout à l'heure, il pèse sur Technip et il pèse sur Total également. C'est la raison pour laquelle le CAC 40 est un petit peu dans le rouge. Côté statistiques passées, cette nuit, on a eu l'inflation chinoise qui est ressortie en hausse de 2,1%, un peu en dessous du consensus qui attendait 2,2%. Néanmoins, les prix à la production ont augmenté bien plus qu'attendu, à 5,5% contre des attentes à 4,6%. Au Japon, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti en hausse à 43,1 points, alors que le consensus attendait 41,3 points, donc c'est un bon point. Et enfin, encore une bonne nouvelle, production industrielle française en hausse de 2,2% ce matin contre un consensus qui attendait 0,5%. Ce jour, ce sera une journée calme en termes de publications macroéconomiques. On a les permis de construire au Canada à 14h30 et puis on a les inventaires de commerce de gros aux États-Unis à 16h. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Il s'agit ici d'un biseau ascendant noté 2 sur 5 sur l'or en données 4 heures. Le biseau ascendant, comme je vous l'ai dit, ne doit pas exclusivement être pris en considération parce qu'il y a 75% de chances d'en sortir par le bas. Le biseau ascendant doit également vous servir pour cadrer potentiellement la hausse. Donc la figure permet de cadrer la hausse et d'avoir une résistance en haut à 1190 et un support en bas vers 1180. Et en cas de cassure, on accélère le tempo, soit en accélération haussière vers 1205, soit à la baisse, une reprise de la dynamique baissière de fond qui pour l'instant donc n'a aucun effet depuis ces 2-3 dernières semaines. On est dans un beau rebond technique. D'ailleurs, en parlant de biseau, ça me fait penser à Valorec
Et je vais vous montrer cet exemple de biseau qui est relativement propre. Vous voyez sur Valorec, quand elle est arrivée à proximité des 6 €, autour du 15 décembre, on avait noté ce biseau ascendant. Et certains me disaient, donc Nicolas, tu nous montres un biseau ascendant, c'est une figure qui généralement est baissière, on en sort par le bas. Et je disais oui, effectivement, le biseau est une figure dont on a 75% de chance de sortir par le bas, mais on a aussi 25% de chance d'en sortir par le haut. Et puis on a aussi la possibilité d'évoluer à l'intérieur du biseau pendant un certain temps avant d'éventuellement en sortir. Et donc vous voyez, ça fait presque un mois qu'on en a parlé ensemble, et du coup les cours sont toujours inscrits dans ce biseau ascendant. On lèche toujours la borne haute de ce biseau ascendant progressivement, tant qu'on est dans le biseau. La borne basse fait soutien théorique et matérialise une tendance haussière. Et puis si à un moment, un jour, on casse la borne basse du biseau, et bien là, ça voudra dire qu'on a un changement de rythme. On va passer sur les indices. Donc sur les indices, comme je vous le disais, ça glisse un peu. J'hésitais pour le titre, j'hésitais entre utiliser les indices plient mais ne rompent pas. Donc voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai en lisant ces graphiques. On a une tendance haussière mensuelle, une tendance haussière hebdomadaire, une tendance haussière journalière. On a un support qui tient bien. Le problème, c'est que on manque un peu d'énergie, on manque un peu de catalyseur pour pouvoir continuer de grimper à court terme. Les acheteurs perdent patience, les vendeurs escomptent des cassures, et on verra donc si enfin peut-être une consolidation se met en place. Je n'ai pas envie d'envisager des cassures de support tant qu'aucune cassure de support n'aura eu lieu en cours de clôture. Comprenez bien cela, ceux qui anticipent la baisse depuis l'élection de Donald Trump il y a 3 mois ont dû souffrir sacrément. Voilà. Pour l'instant, ce sont les acheteurs qui ont la main, ce sont les supports qui sont défendus, et tant qu'aucun support ne cassera, eh bien, la hausse peut reprendre à tout moment. Si et seulement si on casse un support, là, la donne changera. Et dès le lendemain, vous me verrez parler très factuellement, avec pragmatisme, de cette cassure. En attendant, le DAX n'a pas cassé, il tient et reste donc haussier. Le CAC 40, c'est la même chose. Le CAC 40 est à 4877 points, tout comme hier, pile poil au début de l'émission. On est sur ce support clé. Bien évidemment, si on le casse, on pourrait aller chercher les 4850, voire les 4820, mais vous voyez bien que pour l'instant, et ce jusqu'à nouvel ordre, les vendeurs n'arrivent pas à reprendre la main. Pour que les vendeurs reprennent la main, il faudrait qu'on sorte par le bas des consolidations actuelles sur les indices américains. Vous voyez ici le Dow Jones en données journalières, et vous voyez que le Dow Jones n'a rien de baissier. Il est haussier en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières. Certes, on a fait un échec sous résistance, on est revenu sur la moyenne mobile à 20 jours, on a une divergence baissière sur le RSI, mais ce n'est pas pour autant que ça va être la fin du monde, qu'on va forcément partir à la baisse, casser des supports, etc. Je vous rappelle que le pétrole est au-dessus des 50 $ et que ça soutient le secteur énergétique. Je vous rappelle que les bancaires américaines se sont fortement repris depuis l'élection de Donald Trump. Celle qui est le moins montée, c'est Wells Fargo. Elle gagne 20% depuis l'élection de Donald Trump. La meilleure performance, c'est Goldman Sachs avec 34% depuis l'élection de Donald Trump le 9 novembre dernier. Donc on a un secteur bancaire qui s'est bien repris et qui tire à la hausse. On a des résultats d'entreprise pour le 4e trimestre qui sont attendus bons. On a des chiffres du chômage vendredi dernier qui étaient très bons. Donc en l'état, on n'a pas de raison fondamentale de chuter. Voilà. Et donc si techniquement à un moment donné on casse des supports, eh bien on pourra parler éventuellement de scénario correctif. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voici le Nasdaq. Donc le Nasdaq, vous voyez, il a fini sur un nouveau plus haut, record historique à 5025 points, et il est pile poil sur l'oblique ici qui passe partout le plus haut depuis 6 mois. Donc attention. Le Russell 2000, donc l'indice des small caps US, lui, il est revenu sur le bas de son range. Il est un peu moins performant que les autres indices comme le S&P et le Dow Jones. Et donc vous voyez ce matin qu'il est pile poil sur support. Et enfin le S&P 500,
Il a fait des nouveaux records historiques vendredi, il a consolidé hier, il est posé sur sa moyenne mobile à 15 séances, il est en latéralisation, il est toujours dans une tendance haussière de fond. Le petit bémol, c'est qu'il est sous une résistance, les 2282 points, je vous en ai parlé dès le début de la semaine, et donc j'ai tendance à rester haussier puisque la tendance haussière est en place. Mais un petit peu plus prudent puisqu'on a cette résistance oblique au-dessus de nos têtes. Si et seulement si on la dépassait, là, ça réouvrirait la voie aux acheteurs. Donc voilà pour les indices boursiers. Des disparités, certains qui continuent de faire de records, comme le FTSE ou le Nasdaq, d'autres qui sont neutres, comme le S&P et le Dow Jones, et le DAX et le CAC. Pour l'instant, les marchés sont complaisants. La volatilité est faible, les indices boursiers sont haussiers, les acheteurs ont la main, les fondamentaux sont bons et l'analyse technique est haussière. Et dans ce type de marché, on a ainsi de nombreux décalages sur les actions. On a certaines actions qui sont dans des tendances bien ancrées, comme Air France à la baisse, ou comme Forestia à la hausse. On a certaines annonces, comme sur Parrot aujourd'hui, un plan de restructuration. Et puis on a des titres qui ont opéré de beaux rattrapages, on le verra dans quelques instants, comme par exemple avec Sequana. Donc Parrot, c'est ça, c'est un gruyère, le graphique, car ces 6 derniers mois, on a eu plusieurs fois des mauvaises nouvelles de la part de la société. Vous voyez ici, en mai dernier, le titre avait dévissé de plus de 20%. Ici aussi, en septembre dernier, le titre avait complètement dévissé, était passé de 17 € à 7 € en l'espace de 2 mois. Puis on s'était bien repris ces dernières semaines. On a bloqué, alors vous voyez, ça c'est la beauté de l'analyse technique. On est d'accord qu'une annonce vient de sortir sur Parrot aujourd'hui et que hier elle avait échoué sous résistance et que cette résistance c'est pile poil la borne haute du gap, enfin la borne basse, excusez-moi, du gap laissé ouvert le 26 septembre 2016 dernier. Donc c'est-à-dire que on a eu une mauvaise nouvelle en septembre dernier, puis on a chuté, les cours se sont repris et puis on n'a pas réussi psychologiquement, techniquement, à repasser au-dessus de ces plus hauts de septembre dernier. Et vous voyez ensuite les vendeurs donc ont repris la main puisqu'on assiste à des mauvaises nouvelles. Par contre, attention, vous voyez qu'on a ouvert en forte baisse, près de 20%, et que depuis l'ouverture, les acheteurs se sont présentés. Attention donc, car parfois quand on gap à moins 15, moins 20 sur certains titres, eh bien cela correspond parfois à un point bas parce que les opérateurs pourraient considérer que le pire pourrait être derrière nous. Un titre qui typiquement est dans une tendance baissière de fond et qui, malgré des tentatives de rebond, reprend généralement sa baisse ces derniers mois, c'est Air France. D'ailleurs, j'ai tracé une belle oblique ici qui passe par les plus hauts de juillet dernier, novembre dernier, décembre dernier, qui matérialise bien la tendance baissière de moyen terme. Air France, c'est fondamentalement baissier, c'est techniquement baissier tant qu'on est sous cette oblique baissière de moyen terme. Spire Communication, c'est un titre qui avait fortement chuté l'année dernière, qui était passé de 9 à 3 €, qui s'était repris en début d'année, mais vous voyez très rapidement, quand on retouche les anciens supports devenus résistance, eh bien les vendeurs sortent du bois. Arkema, c'est une consolidation dans une tendance haussière, donc pour l'instant, c'est un retour sur support, non pas un signal baissier. Ce serait un éventuel signal baissier si on cassait l'oblique haussière que vous voyez ici sur mon graphique. Genfit, comme je vous l'ai dit hier, elle était montée en fin d'année, début d'année 2017 sur des simples spéculations, non pas sur une actualité positive. Donc là, les vendeurs reprennent la main et on réintègre le range entre 20,50 et 23 €. Deutsche Bank, tout comme l'ensemble du secteur bancaire, elle était retournée sur ses plus hauts de décembre 2016, mais elle n'a pas réussi à les dépasser, donc on latéralise. Swatec a réussi à mettre fin à sa baisse de court terme grâce à un beau chandelier haussier, un bel avalement haussier hier. Pour autant, elle ne repasse pas haussière, mais au moins on se neutralise. Solocal est toujours neutre dans un range et elle commence à mettre en danger la borne basse de son range. Attention à cela. AXA, tout comme les financières, ça consolide dans une tendance haussière, mais avec la nécessité de respirer un petit peu à court terme. EDF, fondamentalement et techniquement, c'est baissier et on retrouve des nouveaux records
historique. J'ai bien dit historique. Donc EDF, c'est pas une très belle histoire boursière. Le titre a été coté, on en a proposé à tous les Français à 30 euros, elle est montée à 80 euros et aujourd'hui ça vaut 9 euros. Et puis ensuite, dans les baisses, on retrouve aussi Sequana. Et Sequana, typiquement, je voulais vous dire d'y faire attention, car c'est un titre qui a gagné 65% depuis qu'on l'a repéré sur ses plus bas ici en novembre. Et c'est un titre qui vient de toucher aujourd'hui une résistance majeure à 2,16 euros. C'est la borne basse de son gap laissé ouvert ici en juillet dernier. Donc attention à ce niveau clé. Et puis dans les hausses, on retrouve Areva. Areva qu'on avait détecté ensemble puisque on avait surveillé Areva déjà au mois de novembre. Le titre Areva était baissier dans un canal baissier, puis il avait réussi à en sortir en latéralisant. On avait alors dit que la tendance était passée de baissière à neutre et on avait surveillé d'éventuelles cassures. On avait vu ce test positif des 4,30 €. On avait détecté en plus, grâce à la plateforme de CMC Markets, la cassure des 4,60 € vendredi dernier. On avait vu ensemble qu'il fallait casser les 4,95 € pour aller plus haut. Et voilà qui a été fait hier et on se retrouve à 5,16 € aujourd'hui. Voilà, donc beau rebond de pratiquement 20% du titre Areva en l'espace de 8 jours. Vous voyez, quand je parle de rattrapage de certains titres, eh bien je parle de cela. Je parle du fait que les indices ne bougent plus depuis 10 jours et qu'on a des opérateurs qui font du stock picking, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des titres qui pourraient opérer des rattrapages, qui profitent de bonnes actualités ou qui cassent des seuils techniques clés. Dans les hausses, on retrouve aussi Forestia dont on parlait hier, qui est toujours positive, au-dessus des 37,30 €. La tendance est haussière à court, moyen et long terme. Dans les hausses, on retrouve aussi STM, qui travaille ses plus hauts récents. Alors STM, il faut faire attention, car les indicateurs montraient un essoufflement de la hausse. On était suracheté, on était sur des nouveaux records. Et donc on a subi une consolidation, on est revenu chercher la borne du canal dans lequel on évoluait précédemment, on a pris appui dessus et là on retourne sur les plus hauts. Alors si on casse les plus hauts et qu'on accélère au-dessus des 10,90 €, on peut continuer de grimper. Par contre attention à un éventuel pullback. Si aujourd'hui notamment on clôturait sous la moyenne mobile à 14 séances, on aurait un échec sous les plus hauts et une clôture sous la moyenne mobile et par la suite la consolidation pourrait peut-être perdurer. Donc attention à cela. Pascal, vous me demandez de parler d'EDF, mais je viens d'en parler. EDF est baissière à court terme, moyen terme, long terme. Elle est baissière dans toutes les unités de temps. Elle est baissière fondamentalement. Elle vient de casser ses plus bas annuels et également ses plus bas historiques. Donc, en l'absence de signal haussier, c'est rouge partout. Voilà. Après, j'ai pas d'autres titres sur lesquels j'ai des choses à vous dire. Si vous le souhaitez, vous pouvez me demander de parler de certains d'entre eux et on regardera les configurations. On va passer sur les matières premières. Sur les matières premières, il y a beaucoup de ranges dont j'attends des sorties. Range ici sur le maïs, dont on attend donc bien évidemment une sortie. Sur le platinium, on avait vu ensemble une sortie de biseau descendant la semaine dernière. On a gagné 5-6% depuis. Ça reste aussi à court terme. Le prochain objectif théorique, c'est les 1 000 $. On verra si les acheteurs arrivent à pousser jusque-là. Le riz, c'est un range entre le support qui correspond au plus bas annuel et la moyenne mobile à 60 périodes. Le blé continue d'attaquer la zone des 410-411 cents. C'est toujours haussier, toujours dans un processus de retournement potentiel de tendance à moyen terme. Donc ici, je reste complètement positif. Le café Robusta, toujours sur ses plus hauts de 2016. Va-t-on assister à un double top ou à une cassure en force? On verra cela dans les séances à venir. Le café Arabica, vous voyez qu'il tente de sortir de son range de court terme. Il a clôturé un tout petit peu au-dessus hier, mais ce n'était pas encore clair. Donc on verra ce jour si tel devait être le cas. Le coton, c'est brouillon. C'est brouillon et c'est dommage. On avait cassé les 72 cents, on est allé à 75 cents très rapidement. Donc il y a eu 5% rapidement qui ont été réalisés par le marché. Mais
Il n'y a plus de momentum, il n'y a pas de tendance à court terme, ça s'essouffle, donc voilà, configuration qui m'intéresse désormais beaucoup moins. L'or, comme je vous le disais en début d'émission, on travaille une zone de résistance à 1185 $. Si ça passe, on peut aller chercher 1200, 1205. Pour l'instant, ça ne passe pas. Voilà. Donc on verra si les acheteurs arrivent à enfoncer le clou. Si tel n'était pas le cas, attention, les vendeurs pourraient tenter de reprendre la main dans le sens de la tendance baissière de moyen terme en place depuis 6 mois. Même chose sur l'argent. L'argent est dans un processus de rebond technique dans une tendance baissière de fond. Donc on verra lequel des deux camps arrive à gagner. Résistance claire sur l'argent à 16,70 $, les plus hauts des 4 dernières séances. Concernant le pétrole, donc voici la configuration. Le pétrole, il est toujours aussi en données mensuelles, hebdomadaires, mais en données journalières, il est neutre, entre 51,40 et 54 $. Et le chandelier d'hier est vraiment moche. Un avalement baissier qui englobe 3 chandeliers, c'est pas beau du tout. On a clôturé pile poil sur le support à 51,40 et les acheteurs l'ont protégé de justesse. Tant qu'on est au-dessus des 51,40, soyons pragmatiques, soyons factuels. Il y a une tendance haussière de fond et on pourrait rester dans cette zone de neutralité. Par contre, sous 51,40, là, la prudence serait de mise. Pour la première fois depuis des semaines, les vendeurs prendraient clairement la main sur les cours du pétrole. Et puis le gaz naturel aurait peut-être enfin trouvé un support qui date de novembre dernier. Lundi 28 novembre dernier, les cours du gaz avaient ouvert un gap haussier avant d'accélérer à la hausse. Et là, on est venu tester cette zone de gap, mais sans la clôturer et avec une réaction positive ce jour. Donc j'aime à penser que ce seuil technique de gap fait support et que le fait qu'on n'ait pas clôturé le gap soit un élément positif. Ça montre que les acheteurs se sont présentés avant sa fermeture. Donc il se pourrait que enfin on ait un support sur les cours du gaz. On verra ça donc dans les heures et séances à venir. Et puis concernant les devises pour finir, l'AUD-NZD continue de gagner du terrain. Donc l'AUD-NZD, je vous en ai parlé hier, on sort d'un biseau descendant par le haut et on a une possible épaule-tête-épaule inversée à moyen long terme. Donc tant qu'on est au-dessus des 1,04, 1,0430 et de la borne haute du biseau descendant ici, on est susceptible de remonter vers les 1,07, 1,0750 et de matérialiser cette épaule-tête-épaule inversée. Donc c'est un scénario intéressant à suivre. Concernant le dollar américain, vous le voyez ici, il n'est pas baissier, il est neutre à court terme, il est dans un range, la situation n'est pas claire et ça me fait un peu penser aux indices. On est sur support, on a une tendance haussière de moyen terme, mais à court terme, la situation n'est pas claire. Voilà. Mais tout comme sur les indices, si vous voulez, c'est la tendance de fond qui gagne. La tendance de fond est haussière, donc tant que le dollar index ne cassera pas le support des 101,30 les plus bas de la semaine passée, je le considérerais comme neutre, mais neutre et soutenu. Car une tendance haussière de fond est en place depuis 3-4 mois. Donc, je vous ai parlé de glissement sur les indices et de glissement sur le dollar. Ceux qui écoutent mon émission depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous vous rappellerez peut-être d'une période où j'avais utilisé ces termes de glissement. Je vais d'ailleurs vous le montrer puisque je m'en souviens exactement. Le glissement, voilà, j'avais utilisé cette expression ici. Vous voyez, en septembre et octobre, les indices consolidaient, notamment le S&P 500, et puis avant les élections, on a glissé sous des supports, mais on n'a pas accéléré à la baisse, on n'a pas cassé de support majeur, on a simplement glissé pour venir chercher la moyenne mobile à 200 séances pour repartir de plus belle à la hausse dans le sens de la tendance. Donc voilà, le jour où je vous parlerai de cassure, de hausse de volatilité, de peur, de risque, d'aversion au risque, là on pourra parler de baissier, de scénario baissier, de retournement, de mauvaises nouvelles, etc. En l'absence de mauvaises nouvelles, les marchés sont positifs, les bonnes nouvelles l'emportent, les fondamentaux sont bons, un pétrole au-dessus de 50 $ est un soutien intangible. On est en début d'année 2017, les opérateurs comme à chaque début d'année sont positifs sur les perspectives de l'année en cours. Et donc en l'absence de signaux baissiers et en l'absence de nuages à l'horizon, les indices, tout comme le dollar,
glissent un petit peu, mais restent soutenus, et en l'absence de cassure baissière, me font rester factuellement complètement haussier. Voilà. C'était la conclusion. Je vais maintenant regarder les 2-3 titres que vous m'avez demandé d'étudier. Alors Cyril me demande de regarder Casino. Casino, on en a parlé hier. Elle était en train de faire un retournement haussier intéressant. Alors... Alors ça, c'est le graphique de moyen terme sur Casino. Vous voyez ici, depuis la mi-2014, on est ancré dans une tendance baissière de fond. 2014, 2015, 2016 ont été des années où les cours se sont retrouvés sous pression. Le point positif de Casino, c'est le double bottom ici sur les 41,40 entre octobre et novembre. Et le point positif que l'on note cette semaine, c'est la cassure des plus hauts des 6 derniers mois. On a cassé les plus hauts d'août dernier, on a cassé les plus hauts d'octobre dernier, on a cassé les plus hauts de décembre dernier et les plus hauts du début d'année grâce à un gap haussier ouvert en début de semaine. Donc il y a bel et bien une tentative de changement d'état d'esprit ici. Vous avez eu une cassure de l'oblique en bleu ici qui passait par tous les plus hauts et une cassure d'une zone horizontale de prix. Donc on peut considérer que tant qu'on est au-dessus des 45 € à moyen terme, on est au-dessus de l'oblique en bleu ici et les acheteurs peuvent tenter quelque chose. D'ailleurs, on doit aussi pouvoir tracer une oblique qui passe par tous les plus bas là. Voilà. Et tant qu'on est au-dessus des 47,30 €, c'est-à-dire la zone de résistance ici indiquée par mon petit rectangle, tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, c'est positif. Et les objectifs haussiers, c'est les prochaines résistances. C'est la zone des 53,50 et au-dessus des 57 €. Voilà. Donc, Casino est intéressante. On a eu un signal haussier, une deuxième cassure haussière, et tant qu'on sera au-dessus de ces cassures, eh bien, les acheteurs pourraient tenter de pousser un peu plus haut. Ensuite, on regarde Bouygues pour Eric. Alors, Bouygues... Déjà, vous voyez, à chaque fois que je regarde un titre, je le regarde en données mensuelles. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux sur Bouygues? Eh bien, Bouygues, depuis 2008, c'est-à-dire depuis pratiquement 10 ans, c'est un range. Un grand range entre 19 et 39 €. En gros, entre 20 et 40 €. Voilà. Donc, un grand range de long terme. Il y a 6 mois sur Bouygues, on s'est fait des frayeurs, on est revenu sur les 25 €, les plus bas de 2014, qu'on a tenus et qui nous ont permis un redémarrage. Vous pouvez noter que Bouygues vient d'enchaîner 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois consécutifs de hausse. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les indices plafonnent un petit peu. Vous n'êtes pas sans savoir que 6 mois consécutifs de hausse peut appeler à un peu de latéralisation, de consolidation. Vous regardez votre graphique hebdomadaire, vous voyez qu'effectivement ça patine un petit peu sur la zone des 34,50 € et vous regardez dans le passé pour voir si c'est une zone qui a été travaillée. Et il se trouve qu'en fait, on a ici à 34,80 € un gap qui a été laissé ouvert en mars dernier, entre mars et avril dernier, ici. Donc, Bouygues est neutre à très long terme, haussière en données hebdomadaires, haussière en données journalières, mais le problème c'est ça. Le problème c'est la zone de gap ici que l'on n'arrive pas à clôturer complètement, qui date donc du premier trimestre 2016. Il faudrait absolument que Bouygues arrive à casser la zone des 34,80 € pour que la tendance haussière perdure en direction des 37 voire des 39 €, les prochaines résistances de moyen terme. A contrario, si Bouygues n'arrivait pas à avoir la force de continuer sa hausse et consolider, on pourrait revenir ici vers la zone des 32 €, car à 32 €, 31,50, 32 €, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve une belle zone de soutien qui correspond à une oblique haussière ici passant par les plus bas des dernières semaines et qui correspond aussi à une zone de prix très travaillée en juillet, août, septembre 2015 ainsi qu'en février 2016. Donc vous voyez, je viens de cadrer mes cours, j'ai trouvé un support ici, une zone de support là qui correspond à une zone travaillée par le passé, ma résistance c'est un gap et mes objectifs haussiers théoriques c'est les résistances suivantes. Voilà. J'espère que en vous montrant comment je cadre les cours, vous arriverez à le faire de plus en plus par vous-même.
Ensuite, on va regarder Wendel pour Marc. Ah bah là, je crois qu'il n'y a pas besoin de regarder plus. Voilà. J'ai ouvert mon graphique. On a des résistances de moyen long terme qui sont placées sur ce titre. C'est un titre, vous avez vu, qui est extrêmement propre. 2016, on chute et on vient chercher les plus bas de 2015 et les plus bas de 2014. Non, début 2016, on a chuté, on a retrouvé les plus bas de 2014 et les plus bas de 2013 ici. Puis on est reparti à la hausse. On s'est arrêté un peu sous les supports de 2015 qui étaient devenus résistance. On a rechuté, on est revenu travailler cette zone-là. Puis on a fini par la passer en novembre. Et on est allé chercher la zone suivante qui correspond au plus haut de 2014, au plus haut des 2 premiers trimestres de 2015. On vient de toucher donc à 116,50 €, une résistance majeure, c'est la raison pour laquelle le titre consolide. Donc c'est un peu comme sur Bouygues, on vient de connaître un mouvement haussier quand même assez important. On vient de toucher une résistance majeure. Soit on consolide à court terme et on pourrait revenir sur les moyennes mobiles et la tendance haussière. D'ailleurs, on doit pouvoir, comme sur Bouygues, tracer une oblique de tendance haussière. Voilà, donc soit en cas de consolidation, les cours pourraient perdre 2-3%, éventuellement revenir sur les 110 €, l'oblique de tendance haussière, la moyenne mobile à 20 semaines. Soit on arrive à latéraliser avant d'aller chercher la résistance à 116,50, de la casser pour de bon, auquel cas l'objectif théorique ce serait les plus hauts de 2015 à 122 en clôture et 125 les plus hauts historiques. Voilà donc comment cadrer Wendel. Vous voyez quand même qu'à moyen terme, c'est un grand range entre 75 et 125 et vous vous dites on vient de passer de la borne basse à la borne haute. On n'est pas encore tout en haut sur les plus hauts historiques, mais on n'en est pas loin. Voilà. Donc à vous de voir si fondamentalement parlant, vous pensez qu'on a encore assez d'énergie pour aller chercher de nouveaux records historiques, voire plus, ou si au contraire, les cours vont continuer d'opérer comme dans un range et vont donc repartir à la baisse, comme ils l'avaient déjà fait en 2015 et 2014. Alors, LL me demande de regarder Nokia et je vous rassure LL, j'ai fait la demande pour Nokia, je l'ai rajouté dans ma liste exprès pour vous et on va pouvoir la regarder tout de suite. Voilà Nokia et j'avais aussi rajouté Toshiba pour un autre de nos lecteurs. Nokia, on va se mettre en données mensuelles. Donc on voit que c'est pas la grande forme. Déjà en données mensuelles, depuis 2008, c'est un titre qui en quelque sorte ne s'est jamais vraiment repris de la dernière crise. Donc sur les 3-4 dernières années, on avait quand même 2013, 14, 15 des tentatives haussières. 2016 a été une mauvaise année. Tout comme pour Ericsson d'ailleurs. Et en fait, sur Nokia, c'est très simple à cadrer. C'est une tendance baissière de très long terme. C'est une tendance baissière de moyen terme en place depuis avril 2015. C'est une tendance baissière en place depuis janvier 2016 qui peut être matérialisée ici par une oblique. Alors, je suis ici en données hebdomadaires. Mais donc, vous voyez bien qu'on est dans une tendance baissière de fond. On a eu un rebond technique ces dernières semaines. On plafonne là sous les 4,65-70 €. Donc si et seulement si on arrivait à casser la zone des 4,75-80 € qui correspondent au plus haut des 5 dernières semaines et à l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis un an, là ce serait un signal fort de potentiel retournement à la hausse en direction des résistances suivantes, 5,50 € et 6 €. Par contre, tant qu'on est sous l'oblique baissière et sous cette résistance horizontale des 4,70 €, les risques que les vendeurs reprennent la main à tout moment et engendrent un retour à la baisse sont très forts. Voilà, donc prudence sur Nokia. C'est neutre à très court terme sur les derniers jours, mais on voit bien que les vendeurs prennent la main à chaque début de séance où on gap à la hausse, on bloque sous résistance, on est en train de tenter de casser MM 20 jours, donc c'est pas très positif. Et pour finir, je vous parle de... Alors, bueno, c'était pas une question, c'était une constatation apparemment. Alors attendez, si ça se trouve je ne l'ai pas encore, va falloir que je l'ajoute également dans ma liste. Volkswagen.
Et Volkswagen, je l'ai. Elle est là. Et Volkswagen, donc elle a profité ces derniers temps d'un regain d'intérêt des opérateurs. On a rebondi ces dernières semaines. Ici, vous êtes sur un graphique hebdomadaire. Alors, ce qui est intéressant sur Nokia, c'est cette zone de prix ici à 142 €, 142, 143. Depuis le scandale des émissions ici en septembre 2015, en fait, c'est une zone horizontale de prix qu'on n'avait pas réussi à regagner. Tant qu'on est au-dessus des 142,50, les acheteurs ont la main à court terme. Et là, on est en train de remonter, de tenter d'aller clôturer le gap. Le gap, il faudrait retrouver ici les 160. Donc, écoutez, Volkswagen, à moyen terme, c'est haussier. En données hebdomadaires, c'est haussier. En données journalières, c'est haussier. À 142, 142,50, on a une zone de support. Tant qu'on est au-dessus, on peut continuer de grimper avec pour objectif la zone de gap à 160. Par contre, si on échoue là à 150, qu'on se replie très rapidement, qu'on fait un avalement baissier du chandelier d'hier, très rapidement, les perspectives haussières pourraient s'invalider. Donc, il faut que les acheteurs arrivent à quand même garder un minimum la main dans les séances à venir. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je pense avoir répondu à toutes vos questions. On a fait le tour des indices, des actions, des matières premières, du Forex. Sur les matières premières, en ce moment, j'ai moins de configurations intéressantes. Sur le dollar et les indices, je reste très factuel. C'est neutre et on tient les supports jusqu'à nouvel ordre. Si on casse les supports, je serai le premier à vous en parler. Ne vous inquiétez pas. En attendant, tant que les indices tiennent, voire latéralisent, eh bien, il y a des opérations intéressantes à faire sur le marché actions. C'est la raison pour laquelle j'ai passé autant de temps aujourd'hui dessus. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance, un bon trading. J'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.